Alors bonsoir tout le monde, bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 25 janvier 2026. Je me disais juste avant de rentrer en ondes que l'enfer, c'est toujours le début d'un Web Journal de Radio-Québec. Pour moi, c'est le pire moment de la semaine. Je suis toujours hyper stressé, même si ça fait bientôt 8 ans que je fais ça. Et donc, dites-moi si le son et l'image sont bons. Et on va parler aujourd'hui de ces gigantesques développements. Comme d'habitude, hein, c'est presque... Il va falloir que j'en fasse 2 par semaine, là, même si janvier, c'est une période lente, on a moins d'énergie et tout. Il va falloir que j'en fasse 2 par semaine parce qu'il y a tellement de choses qui se passent, là, c'est comme à répétition. Et puis, si on prend une semaine pour faire un truc comme civilisation occidentale ou des thématiques un peu plus générales, là, on se retrouve perdu dans l'actualité. Donc, on va parler du Forum économique mondial, ce qui s'est passé là au Forum économique mondial. Plusieurs choses, hein. Il y a eu, évidemment, on a eu toutes ces annonces. En fait, il faut écouter, je n'irai pas dans les discours individuellement, mais essentiellement, l'Occident change de trajectoire. C'est-à-dire que le Forum économique mondial de Davos a toujours été l'instance suprême des mondialistes, là, ce qui chapeautait un peu tout le processus. Il y avait des processus un peu plus secrets, comme le groupe Bilderberg, la commission trilatérale, etc., etc. Le Council on Foreign Relations, ça c'était des instances mondialistes, mais c'était beaucoup plus secret, c'était beaucoup plus... Le Forum économique mondial de Davos, c'est là qu'on orientait les entreprises, tu sais, et c'était le petit jouet, le bébé de George Soros. Et là, ce sont les Américains qui l'ont détourné, qui en ont pris le contrôle et qui l'ont détourné, notamment lorsque Klaus Schwab a été retiré. Hein, c'est comme... C'est pour ça que j'appelle ce web journal-ci l'épée de Damoclès. C'est parce qu'il y a comme une espèce d'épée de Damoclès qui pend au-dessus de la tête de beaucoup des leaders mondialistes. Ils sont corrompus, on sait que c'est quoi, tout le monde le sait, qu'il y a de la corruption endémique, institutionnelle partout en Occident. Et donc, je l'ai expliqué souvent, puisqu'il y a une corruption institutionnelle endémique partout, puis on place des personnes contrôlées, c'est facile pour Trump d'arriver en arrière et puis de dire, si tu ne quittes pas, bien, on révèle telle ou telle chose. Si tu ne quittes pas, on révèle telle ou telle chose. On va, dans les médias, certaines nouvelles vont sortir à ton sujet, etc. C'est ça l'épée de Damoclès. C'est comme ça qu'ils sont capables de faire partir des leaders comme presque instantanément, changer les choses presque instantanément parce qu'ils ont les informations qui leur permettent de faire bouger les choses rapidement. Et ils n'ont pas peur. On sait que Trump a comme un peu cette image du leader fou et donc il dégage cette image qu'il n'a pas peur d'utiliser. Il est imprévisible et on se dit, ouais, on se dit pas dans le cas de Donald Trump, il n'ira pas jusque-là, tu vois. Il n'oserait pas. C'est le contraire. Trump va oser, tout le monde le sait. Donc, c'est pour ça que vous allez le voir dans ce web journal-ci, on va parler du Canada, on va parler du Groenland, etc. Mais en ce qui concerne le Forum économique mondial, c'est ça, rappelez-vous, dans le premier mandat de Donald Trump, il fallait que je le dise, là, parce que c'est encore une fois, je me bats depuis 8 ans avec ça, on me reprochait, les gens, pas moi, là, mais ils reprochaient à Trump d'être allé au Forum économique mondial. Il est allé Qu'as-tu à dire là-dessus, Alexis? Il est allé au Forum économique mondial. Puis là, on m'envoyait un clip de Trump au Forum économique mondial. C'était la preuve qu'il était compromis. Puis là, je disais à la personne, as-tu écouté son discours? Qu'est-ce qu'il est allé dire au Forum économique mondial? Dans son premier mandat, il est allé leur dire que la mondialisation était terminée. Les gens m'envoyaient des clips sans même avoir écouté, sans même avoir réfléchi. C'est comme les trucs où on m'envoie des images de Trump franc-maçon, là, genre avec une espèce de toge rouge. Oui, il reçoit un doctorat honorifique de l'université Gordon Brown en Écosse. C'est comme, tu leur montres, les gens réfléchissent pas. Vous savez ce que je veux dire, j'en ai souvent parlé, j'ai eu des montées de lait là-dessus, mais on m'envoyait ça, tu vois, qu'est-ce qu'il est allé leur dire? Il est allé leur dire que la mondialisation est terminée et ce qu'on voit maintenant, ce qu'on voit maintenant, c'est exactement ça. Il est allé cette fois-ci avec une délégation complète, là. C'est-à-dire, c'est plus juste un représentant, c'est plus Trump et 4 personnes, là. C'est Trump, c'est Jared Kushner, c'est Howard Lutnick, c'est Scott Bessent, Marco Rubio et l'autre Wright, je pense, le directeur de l'énergie. Ils sont allés... Les Américains sont débarqués au Forum économique mondial de Davos et on dit à l'ensemble de la sphère occidentale, parce que c'est ça maintenant. Quand on dit, Trump dit,
Ils vont se concentrer plus sur la sphère occidentale, ce qu'ils appellent l'hémisphère occidental. On en a discuté dans quelques web-journaux avec le National Security le document sur la sécurité nationale, qui redéfinissait la politique sécuritaire de stratégie des États-Unis, là. Ils allaient se concentrer sur la zone occidentale. Et le Forum économique mondial, c'est un des piliers de la mise en œuvre de politiques surtout pour les grandes entreprises et tous les décideurs dans la sphère occidentale. Donc, et je reviens encore une fois à une autre idée que j'expliquais, c'est-à-dire que Trump, encore une fois, les complotistes purs et durs lui reprochent d'être allé là, mais ce que Trump ne fait pas, c'est que Trump ne détruit pas les institutions, il les redirige et les utilise à son avantage. Est-ce que j'ai dit ça genre 1000 fois à propos des personnes et des institutions? Trump n'est pas un destructeur. Trump va... Parce que c'est un outil, le Forum économique mondial. Hein, il faut comprendre que c'est un outil et donc tu ne veux pas le détruire comme la plupart des complotistes veulent. Il est allé au Forum économique mondial. Tu veux en prendre le contrôle et le réorienter. Puis après ça, quand tu prends le contrôle de la tête d'un espèce de gigantesque réseau, ben là, tu as de l'influence sur toutes les compagnies, tous les dirigeants qui vont là. Tu comprends-tu que c'est mieux de prendre le contrôle d'une institution mondialiste et de la retourner à ton avantage plutôt que de la détruire? C'est ce que Luke Skywalker et Han Solo n'ont pas compris dans Star Wars 4 The New Hope. Ils ont détruit l'étoile de la mort au lieu de l'utiliser contre l'Empire. Et donc... Et donc, c'est ça, l'Occident, et là, ils ont pris le contrôle on pourrait dire, ils ont pris le contrôle de l'étoile de la mort, et là, ils dirigent ça contre les mondialistes, tu vois, là, puis là, c'est comme le canon, puis et là, et donc, sur tous les grands thèmes, énergie, commerce, migration, les Américains détruisent les concepts mondialistes, les politiques mondialistes, et amène des politiques. C'est quoi Trump? C'est le retour de la nation, des politiques nationalistes, des politiques de stabilisation, de la fin de la mondialisation, de l'ouverture des frontières et de l'intégration du monde. Il n'y aura pas d'intégration du monde, n'en déplaise à Pierre Hillard. OK? Donc, et là, rappelez-vous qu'encore une fois, on reprochait dans la complosphère française le fait que Trump ait rencontré Larry Fink de BlackRock. Rappelez-vous, il faut que je les ramène à la mémoire, là. Trump avait rencontré, et là, c'était « Qu'as-tu à dire là-dessus, Alexis? » Oui, c'est un ami à Trump, et j'avais tout expliqué ça, j'avais fait un web journal où est-ce que j'avais expliqué que Trump s'était servi de Larry Fink pour reprendre le contrôle du canal de Panama. Rappelez-vous comment j'avais expliqué ça. Et finalement, Larry Fink, qui avait été nommé co-directeur, il remplaçait Klaus Schwab, ou directeur intérim du Forum économique mondial. Puis là j'expliquais à ce moment-là, je veux dire, ben oui, tu as un homme à toi, au lieu d'avoir comme un autre mondialiste. Là, les gens vont dire, Larry Fink, c'est un mondialiste. Non, il est contrôlé par Trump. C'est Trump qui le met là. C'est un ami de Trump. Il va faire ce que Trump veut. Puis là, les gens étaient encore sceptiques. Tu sais, encore une fois, au lieu de détruire, tu retournes à ton avantage. Comprends-tu le judo, là, où il faut qu'on te fasse un dessin? Chose, là. Et donc, Larry Fink qui dit justement, qui est totalement sur la ligne Trump, encore une fois, évidemment BlackRock, on pourra toujours critiquer telle ou telle chose ici, ça c'est pas... C'est comme le pape là, qui dit, sur la ligne Trump, où est-ce qu'il dit qu'il n'y a pas de liberté d'expression en Europe. Critiquer, c'est une critique massive, ça, de l'Angleterre, la France et de l'Allemagne. Il n'y a pas de liberté d'expression en Europe. C'est plein le pape, je pense que c'était la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Là, Larry Fink, qui arrive là, puis il dit l'ère des migrations est terminée. Finalement, Larry Fink de BlackRock dit que les migrations, ils se sont rendus compte finalement que, ce que j'expliquais à Radio-Québec, il y a 2 ou 3 mois, j'ai fait un web journal sur les migrations, je disais qu'on avait 2 possibilités. Soit faire, en regard de l'immigration, soit choisir, il fallait aller du côté du Japon, rappelez-vous, et de la robotisation, etc., plutôt que de détruire nos pays de l'intérieur. Il faut faire le pari, j'expliquais qu'il fallait faire le pari de la technologie
les pays qui ont une population décroissante, au lieu de se faire remplacer par des immigrants du tiers-monde sur l'aide sociale qui ont un haut taux de criminalité et qui causent une destruction de la culture et tout, là, qui nous coûte une fortune et puis qui finalement qui font en sorte que nos pays n'existeront plus dans 50 ans, on aurait juste au contraire à faire le pari de l'automation, de l'automatisation. Et comme le Japon, j'expliquais ça. Et c'est exactement ça qu'il dit, Larry Fink, dans son entrevue au Forum économique mondial. Il dit, je vais vous montrer, c'est un clip de 1 minute cuck. Il dit justement, il arrive à cette conclusion-là. Il mentionne justement, il parle de pays avec des politiques d'immigration xénophobes. Il parle de la Chine, il parle du Japon, etc. Et il dit, ils ont fait le pari de l'automation et ça a l'air que c'est mieux pour le futur. Donc, il valide entièrement ça. C'est-à-dire que avec tout ce qui se passe aux États-Unis, la critique de l'immigration de masse en Europe par J.D. Vance, par Trump, etc., qui l'ont fait lors du Forum économique mondial, ils ont critiqué l'immigration de masse. Est-ce que je l'ai ici? J'ai une meilleure planche que ça, là, mais Trump, Europe destroyed by mass migration policies. Il est allé au Forum économique mondial dire exactement ça. L'Europe détruite par les politiques d'immigration de masse, ça reflète ce que fait J.D. Vance. Il y a une poussée là-dessus dans le camp Trump, avec notamment 2 reportages de Tucker Carlson. On va voir ça un petit peu plus loin. Là. Tucker Carlson a une entrevue plus un documentaire de fond sur l'immigration de masse et la destruction des Blancs, des Européens, là. Les politiques de destruction des Blancs, des Européens. Et donc... mais là, ici, c'est le directeur du Forum économique mondial. Comprenez-vous le sens de ça? Est-ce que ça a comme un poids? Est-ce que quelqu'un a relevé ça en Europe? Y a-t-il un analyste qui va parler de ça? En Europe, cette gigantesque volte-face de la part du co-directeur ou directeur par intérim, Larry Fink, du Forum économique mondial. Je vous montre les vidéos. Écoutez bien là, ce qu'il dit. You know, we always used to think shrinking population is a cause for negative growth. But in my conversations with the leadership of these large developed countries that have xenophobic immigration policies, they don't allow anybody to come in, shrinking unemployment, shrinking demographics, these countries will rapidly develop robotics and AI and technology. And if the promise, I didn't say it's going to happen, but if the promise of all that transforms productivity, which most of us think it will, we'll be able to elevate the standard of living of countries and the standard of living of individuals, even with shrinking populations. And so the paradigm of negative population growth is going to be changing. And the social problems that one will have in substituting humans for machines is going to be far easier in those countries that have declining populations. Les problèmes sociaux liés au remplacement des humains par les machines, avec une population déclinante, tu veux que les postes qui étaient occupés par des humains, au lieu de remplacer avec des immigrants du tiers-monde, ben, tu les remplaces par des machines à la place, vont être beaucoup plus faciles à gérer que de faire avoir une politique de porte ouverte, de bar ouvert à des centaines de milliers, des millions d'immigrants du tiers-monde. Alors qu'on nous dit qu'on s'en va dans une économie du savoir. Et donc, c'est ça, il dit essentiellement, les pays qui font le pari de l'automation, de l'intelligence artificielle et de la robotisation vont avoir un meilleur standard de vie que ceux qui ne le font pas, ceux qui ont des politiques comme nous au Canada et en Europe occidentale. Donc ça, c'est majeur. On vient de changer complètement le paradigme de George Soros, de la société ouverte. Tu sais, j'en avais parlé dans les web-journaux d'immigration, on parlait de société ouverte. George Soros qui avait écrit un texte en 1993 qui disait à l'OTAN doit mettre en application l'ouverture des frontières, des sociétés ouvertes d'immigration de masse, et etc. Et là, on est en train de... George Soros du Forum économique mondial, et là, on est en train de renverser complètement le paradigme avec Larry Fink. Et donc, il est sur la ligne Trump. Okay? Même chose avec son directeur du commerce, Howard Lutnick, qui est arrivé à Davos et qui a dit, ben, essentiellement, la mondialisation, c'est terminé. Trump avait déjà dit ça dans son premier mandat, mais là, ça devient, vous comprenez que ça, avec tout ce qui se passe, les tarifs, la remise, la revalorisation des frontières et des ententes bilatérales,
au lieu des espèces de super ententes, traités transatlantiques, etc., où est-ce que c'est comme une poignée de personnes qui déterminent les gagnants et les perdants dans un pays, là, c'est des personnes non élues, la population, comme le Mercosur en Europe, là, avec les manifestations des agriculteurs. On me demande de commenter là-dessus, les manifestations d'agriculteurs, mais c'est tellement pointu comme sujet, et je ne peux pas tout faire. Je peux pas. Il faudrait que je regarde les détails de la loi du Mercosur, les conditions en Europe, des Français versus Allemands versus qui gagne. C'est extrêmement local comme dossier. Je ne peux pas faire ça. Je peux pas. Les gens qui font ça se cantonnent à des généralités. Je veux pas faire ça. Donc, je fais attention des fois les dossiers, comme on m'a demandé de commenter la ferme des autruches là, qui sont mortes en Colombie-Britannique. C'est super local comme dossier, je peux pas nécessairement faire. En tout cas, tout ça pour dire que le Howard Lutnick est arrivé et a dit que l'ère de la mondialisation est terminée. Et en ce sens, c'est ça, est-ce que les fermiers européens, les fermiers français entendre ça? Est-ce que, ou bien c'est juste à Radio-Québec qu'on parle de ça et puis ça se diffuse jamais? J'ai l'impression des fois qu'on est juste dans notre bulle. Il y a tellement d'informations pertinentes en ce qui concerne les États-Unis. Il n'y a personne qui écoute en Europe. Là. J'écoute les analyses. Les personnes, c'est des tartes. Là, je ne devrais pas dire ça, mais c'est comme... On dirait que personne écoute réellement qu'est-ce qui se passe. En tout cas, Howard Lutnick qui dit justement que le mondialisme est terminé. Okay. We are in Davos at the World Economic Forum. And the Trump administration and myself, we are here to make a very clear point. Globalization has failed the West and the United States of America. It's a failed policy. It is what the WEF has stood for, which is export, offshore, far shore, find the cheapest labor in the world, and the world is a better place for it. The fact is, it has left America behind. It has left the American workers behind. And what we are here to say is that America First is a different model, one that we encourage other countries to consider, which is that our workers come first. We can have policies that impact our workers, sovereignty. Donc, c'est le retour du nationalisme économique. J'en ai encore une fois parlé récemment. Je parlais de la Rust Belt, de la façon dont Trump s'est présenté lors de l'élection de 2016 en disant, avec Steve Bannon, qui était son directeur de campagne, la mondialisation a échoué, a eu des ratés pour les travailleurs américains. Ils ont vu les jobs et les usines partir à l'étranger et ça a créé beaucoup de chômage dans des zones qui étaient traditionnellement démocrates. Et c'est la raison pour laquelle Trump est rentré en 2016, parce que les démocrates, dans la Rust Belt, ont voté pour lui. Et donc, c'est une préoccupation de long terme. Et là, vous le voyez encore une fois, ça se concrétise à chaque fois. Donc, il y a comme... les analystes de surface vont dire Trump est imprévisible. Trump est absolument pas imprévisible. Trump est c'est quand même le pain et le beurre de Radio-Québec. Trump est un des politiciens les plus prévisibles. Quand tu comprends le code Trump, ses politiques, ses idées, c'est les mêmes depuis fucking 40 ans. Le bonhomme est probablement le politicien le plus constant de l'hémisphère occidental. OK? Donc, c'est pas vrai que Trump est imprévisible. On sait exactement ce qu'il veut. On essaie de le faire passer pour un fou, mais on sait exactement qu'est-ce qu'il veut puis où est-ce qu'il s'en va. OK? On sait aussi que c'est un homme d'affaires qui fait toujours, qui fait toujours une première offre exagérée pour après ça avoir une position mitoyenne de retrait. Il fait une première offre exagérée, comme pour le Canada, le Groenland, etc. Là, tout le monde dit c'est un fou, il va déclencher la Troisième Guerre mondiale, etc. Finalement, non. On accepte sa deuxième offre plus modérée. Et là, finalement, ce qu'il veut, c'est un businessman. Et les gens ne comprennent pas ça. Non, mais c'est parce que c'est un peu le travail des médias de le présenter comme un fou parce qu'ils veulent créer comme un bouclier idéologique contre le Trumpisme, qui est un retour du nationalisme et la fin du mondialisme. Donc, étant donné que les médias défendent le mondialisme, ils ne veulent pas que les gens comprennent que Trump, c'est le retour de la nation et ont pour mandat de le faire passer pour un fou. Ça change. Évidemment, Trump s'en branle un peu puisqu'il obtient toujours ce qu'il veut à la fin, indépendamment de ce que disent les médias. Comme lorsqu'il a fait élire Mark Carney, il s'est joué des médias en faisant craindre aux Canadiens une annexion.
Tout le monde s'est rallié derrière Mark Carney. C'était exactement ce que Trump voulait. J'ai dit dans un web journal il y a 1 an que c'était... j'ai expliqué comment Trump s'y était pris pour faire élire Mark Carney. Et on va voir ça un petit peu plus. On arrive au truc du Canada. Et donc ça, c'est migration, commerce, c'est terminé. Et évidemment, ça prend du temps avant que ça ruisselle. Tu sais, on est à la tête de l'institution, du réseau. Puis là, il faut que tu sais, là, tu as des personnes dans la salle qui entendent ça. Et là, ils en discutent tu sais, avec un verre de vin, puis c'est comme, ils retournent à la maison, puis c'est, ouais, as-tu entendu le discours du Forum économique mondial? Et ça annonce où s'en vont les États-Unis, et là, les gens se préparent en conséquence, adaptent leur politique en conséquence. Donc, ça prend du temps avant que ça ruisselle. C'est pas instantané, c'est pas tu pèses sur un bouton, puis tout d'un coup, c'est un retour immédiat au nationalisme. Ça prend du temps, ça prend des mois, ça prend des années, etc. Mais on voit bien que c'est comme un paquebot, ça prend du temps à bouger, puis on voit bien qu'est-ce que le capitaine a fait. Le capitaine a pris la barre, puis il a juste comme tourné comme ça, puis là, le bateau tourne, là, OK? On change complètement de direction. Même chose avec l'énergie. L'énergie ici, vous avez, je ne l'ai pas en clip, mais je l'ai ici. C'est le directeur de l'énergie. Donc, nous voulons voir une Europe revitalisée qui adopte des prix de l'énergie plus bas, qui réindustrialise son économie. Donc, les États-Unis sont pour une baisse des coûts d'énergie en Europe, une réindustrialisation de l'Europe. Comprenez-vous à quel point, sur la liberté d'expression, on voit des fois des commentateurs qui présentent Trump comme un ennemi de l'Europe, et c'est l'ennemi des mondialistes qui vous asservissent. Comprenez-vous ça, la distinction? Pour la population européenne, ils veulent une baisse de l'immigration, une baisse du coût de l'énergie, une réindustrialisation de l'Europe. Ils veulent des alliés forts. Est-ce que c'est compréhensible, ça? Et donc, nous voulons voir une Europe revitalisée qui adopte des prix de l'énergie plus bas, nous dit le secrétaire à l'énergie Wright. Donc, qui réindustrialise son économie et qui donc est un partenaire économique et militaire des États-Unis plus fort, dit-il à Davos. Et là, on est très loin. Pensez-vous, encore une fois, en termes de revirement de la situation, on est très loin de « How dare you? How dare you? The house is on fire. My generation is... How dare you? » La petite Chris, comme on dit, là, qui est allée nous faire un espèce de chantage économique, un chantage émotif. On n'est plus là-dedans du tout. C'est carrément, comme le disait Mathieu Bock-Côté sur les télévisions françaises, on n'est plus du tout dans le modèle Greta Thunberg, on est dans le modèle de réindustrialisation, d'énergie à bas prix, de maximisation de la puissance économique, énergétique, militaire occidentale. OK? Et donc, c'est ça ici. Donc, fin de la mondialisation et du commerce. On est loin, encore une fois, avec Howard Lutnick, des politiques de George Soros. Même chose avec l'immigration. C'est ça ici. Oups. C'est la planche ici. Trump qui dit, dans son discours au Forum économique mondial, il dit « La situation au Minnesota nous rappelle que l'Occident ne peut pas importer des quantités industrielles de culture étrangère qui n'ont jamais réussi à construire une économie prospère dans leur pays. » On fait venir des gens ici qui n'ont jamais réussi dans leur pays à construire des économies prospères. C'est mauvais pour nous. C'est juste ça, c'est juste le gros bon sens. Ouais. Et donc, avec ce discours aussi de Larry Fink, etc., vous voyez donc énergie, commerce, migration, etc., le paquebot tourne complètement. Le Forum économique mondial a aussi été l'occasion du lancement du Conseil pour la paix. Donc, ça a été validé par l'ONU, ça a été validé par le Conseil de sécurité, évidemment, et c'est une espèce d'organisme, c'est comme un club semi-privé dirigé par Donald Trump, c'est comme une compagnie, ça a l'air d'un board un comité directeur. Là, Trump, c'est un peu comme le PDG d'une organisation, et ça coûte très cher, ça coûte $1 milliard, et c'est sur invitation seulement. Et c'est une structure donc, qui contourne complètement l'ONU dans l'application directe des processus, du processus de paix. Je pense que donc, il lance ça, il associe son nom à ça, et donc ça doit réussir. Pensez à Trump, là, il faut que ça réussisse. On parle de sa réputation pour les années futures, et il y a cette proposition pour un nouveau Gaza. Imaginez comment ça pourrait être. Oui, la guerre a été très dure, ça a fait beaucoup de décès, beaucoup de larmes, et puis j'en ai parlé abondamment, vous connaissez ma position là-dessus, mais le résultat, c'est la paix pour des siècles à venir et un Gaza prospère comme ça. C'est pas mal. Et donc, ce qui est intéressant, c'est ça, c'est que ça contourne un peu, c'est une structure, encore une fois,
du multilatéralisme, c'est comme du bilatéralisme. C'est-à-dire que dans sa conception, la structure est complètement novatrice. C'est-à-dire que c'est comme une compagnie là, avec un comité directeur, etc. Et il y a des personnes de tous les horizons là-dessus. La Chine, la Russie ont été invités, ils n'ont pas encore répondu. Il y a ouais, c'est ça, des personnes privées, des premiers ministres, des présidents de pays. C'est un espèce de conseil pêle-mêle de toutes les personnes que Trump juge qui sont de bonne volonté puis qui peuvent arriver à un consensus. Et donc, ça a été annoncé ici et l'invitation qui avait été faite au Canada a été retirée. Quand Mark Carney est allé en Chine, après que Mark Carney est allé en Chine, en fait, c'est pas après qu'il soit allé en Chine, c'est après son discours à Davos où il a dit essentiellement qu'il a coupé les ponts avec les États-Unis. Et donc, en ce sens, il a fait exactement ce que Trump voulait. Ça va être controversé, mais on va. Évidemment que New Gaza, c'est prévu avec les Palestiniens. Et donc, ici. Et puis, il n'y a pas seulement ça, il y a aussi l'entente sur le Groenland qui a été annoncée à Davos. Hein. Il s'est entretenu avec le directeur de l'OTAN, Mark Rutte, et ils se sont entendus sur un framework, c'est-à-dire un cadre, une entente cadre sur le futur de la défense du Groenland. Finalement, il a eu ce qu'il voulait. Il est arrivé avec, encore une fois, en presque menaçant, et puis il est arrivé de façon assez lourde sur le Groenland, et puis finalement, il va prendre quand même une entente. Et là c'est ça, il parlait d'annexion du Groenland, on en a besoin, ça nous revient, nous sommes les seuls qui pouvons le défendre, etc. Et là, qu'est-ce que font les Européens? Les Européens ont envoyé des militaires, je ne sais pas, c'est comme au total, c'est une vingtaine de militaires, une trentaine de militaires. Des militaires européens arrivent au Groenland alors que Trump affirme que les États-Unis ont besoin de l'île. C'était un pied de nez à Trump. Et qu'est-ce que Trump a fait? Il a dit, OK, on va vous mettre des tarifs sur des tarifs, je pense, de 100% sur vos produits. Et puis, ils sont repartis le lendemain. Ils sont restés littéralement 24 heures. Alors, expliquez-moi comment, encore une fois, ça, c'est l'épée de Damoclès. Comment peut-on, en tant que leader européen, vouloir tenir tête à Trump en envoyant des militaires et dès que Trump dit quelque chose, on recule tout de suite? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune carte en main. Vous comprenez? Ils n'ont aucune carte en main, les Européens. Ils vont faire ce qu'on leur dit. Il y a beaucoup de personnes qui disent ça, c'est-à-dire les Européens, les leaders européens bombent le torse en public, mais en privé, ils font pas mal ce que les États-Unis leur demandent parce que pourquoi on est arrivé là où est-ce que les Européens font finalement ce que Trump leur demande pas mal tout le temps? Eh bien, c'est parce qu'ils sont devenus insignifiants. L'Europe s'est insignifiantisée. Est-ce que ça existe ou c'est un néologisme à la Radio-Québec? Insignifiantisé. Dites-moi si ça existe, là, je ne sais pas. Insignifiantisé. Est-ce que ça existe, insignifiant? Je devrais le regarder sur Google là, au lieu de vous demander. Insignifiantisé. Et donc, l'Europe marginalisée sur la scène internationale par ses politiques destructrices de restrictions énergétiques vertes et exsangues militairement avec la guerre en Ukraine. Donc, pourquoi Trump a du succès avec le Groenland maintenant? Parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait, là. On va y arriver. Pourquoi Trump a du succès? Pourquoi Trump est capable de faire un peu ce qu'il veut aux Européens? C'est parce que l'Europe a adopté des politiques énergétiques qui ont détruit son économie, ses industries, comme le dit le secrétaire à l'énergie. Il dit on veut que l'Europe ait des coûts d'énergie bas et se réindustrialise. L'Europe a adopté, est rentrée comme, après avoir écouté Greta Thunberg au Forum économique mondial, sont rentrés dans des politiques vertes qui ont fait monter les coûts de l'énergie. Vous le savez, il y a des faillites partout en France qui ont fait monter les coûts de l'énergie et qui ont désindustrialisé, parce que ça a été ça, c'est la pulsion de mort de la gauche, là, c'est-à-dire c'est une désindustrialisation. Et non seulement ils ont désindustrialisé, ils ont réduit, comment on pourrait dire, leur capacité de produire de la richesse, mais la richesse qu'ils avaient, ils l'ont tout envoyée en Ukraine et pour l'accueil des migrants. Oui, c'est tout lié, là. Ils s'endettent pour recevoir de l'immigration dont ils n'ont pas besoin.
Et l'argent est tout envoyé en Ukraine et le matériel militaire est envoyé en Ukraine aussi, de sorte que les États-Unis ont juste à dire « Nous allons nous retirer de l'OTAN si vous ne signez pas une entente cadre sur le Groenland. » L'Europe n'a plus à cause de ses politiques vertes, militaires et migratoires, n'a plus aucune influence sur la scène internationale. Et c'est pour ça que Trump est capable d'arriver avec et leur faire signer finalement une acceptation. L'accord de Trump avec l'OTAN signifierait des activités minières et des missiles américains au Groenland. C'est ce que je disais pour le Canada aussi. Ils veulent avoir accès militairement au Canada et aux ressources du Nord canadien. C'est exactement ce que j'expliquais. Donc, nous allons envahir, etc. Mais il n'a jamais dit ça. Il a toujours dit, d'ailleurs, que c'était... la force n'était pas... la force était exclue. Hein. S'exprimant mercredi à Davos, Trump a déclaré que seuls les États-Unis pouvaient protéger, développer et améliorer le Groenland. C'est vrai. C'est pas le Danemark qui va faire ça, en tout cas pas à son plein potentiel. Mais il a insisté sur le fait que les États-Unis n'auraient pas recours à la force. C'est la même chose avec le Canada. Il a toujours dit que la force n'était pas... c'est pas du tout son truc. Et donc, nous n'obtiendrons probablement rien à moins que je ne décide d'utiliser une force excessive, auquel cas nous serions franchement inarrêtables. Mais je ne le ferai pas, a-t-il déclaré. Je n'ai pas besoin d'utiliser la force. Je ne veux pas utiliser la force. Je n'utiliserai pas la force, a-t-il dit, etc. Et donc, il arrive, puis, tu sais, il fait comme des semi-menaces, il s'agite, et puis c'est comme les guerriers Maasai avec leur masque, là, ils font comme une espèce de danse guerrière, et puis là, les autres ont peur, mais finalement, ils signent quelque chose de mitoyen acceptable pour tous, puisqu'ils ont eu peur. Hein, Trump fait une danse de guerriers Maasai avec un masque puis ses trucs de guerre. Puis là, genre, les autres ont comme subissent l'assaut psychologique, sont terrifiés. C'est comme les Celtes là, qui se mettaient des... ou les Germains qui combattaient tout nus, là, les berserkers, comme on dit en anglais. C'est la guerre psychologique. Et puis après, ils signent une entente finalement mitoyenne. Ah, OK, bon, finalement, les États-Unis ne prendront pas le contrôle du Groenland, mais on va leur laisser mettre des missiles et exploiter avec leur compagnie des mines au Groenland. Donc, c'est la position mitoyenne. On nous dit, donc, Trump a menacé d'y arriver. Ils ont envoyé des soldats. Trump a dit tarif. Ils ont renvoyé les soldats, puis ils ont finalement signé une entente mitoyenne. Mais on nous dit quand même dans les médias que Trump a flanché. Donc, Washington Post, au Groenland, l'Europe s'est mobilisée. Trump a cédé. Trump a cédé. Et l'Europe en a tiré une leçon, nous dit le grand Washington Post. Même chose ici avec... ici, la CBC, Radio-Canada. Trump renonce à imposer des droits de douane dans sa volonté de renforcer le contrôle américain. Il renonce. Ça ne faisait pas partie d'une négociation où il a finalement renoncé. Donc, c'est bien de tenir tête à Trump. Comment on va arriver à bien négocier avec les États-Unis avec des conceptions aussi ridicules que ça de la politique, de la négociation, etc. On dirait que c'est pour les enfants maternels, vous comprenez? Il y a des décideurs qui lisent ça, tu sais. Il y a comme les politiciens lisent ces âneries-là et puis doivent se dire, genre, nous allons tenir tête à Trump. Et c'est ce que l'Ontario a fait, tu sais, quand ils ont mis une publicité lors du Super Bowl, nous allons tenir tête à Trump parce que c'est ça que Pierre Poilievre aussi, nous allons tenir... C'est toujours catastrophique. Donc, ce que les journaux font quand ils font ce genre de truc-là, quand ils nous empêchent de bien comprendre la stratégie de Donald Trump, c'est qu'ils desservent finalement les politiciens, le public canadien. Ils nous font une illusion, ils nous donnent l'illusion que tenir tête et faire les fanfarons... Tenir tête à Trump et être dur, ça crée des résultats. Or, c'est le contraire. On va le voir avec Mark Carney, c'est le contraire. Au contraire, il faut comprendre la stratégie de négociation, il faut être subtil, nous aussi. Et les journaux nous empêchent d'être subtils et de bien comprendre. Ici. Donc, le mal est fait. Alors que Trump revendique la victoire au Groenland, l'Europe perd confiance. Oui, parce que ça ici, c'est moins pire comme une. C'est NBC aux États-Unis. Donc, le mal est fait. Trump revendique victoire au Groenland. Mais oui, parce qu'il a obtenu ce qu'il voulait, des missiles et les minières. Et là, rappelez-vous ce qu'on disait, encore une fois, sur la prise en étau de l'Europe. Là, vous avez un membre de l'OTAN
c'est de la chicane à l'intérieur de l'OTAN avec, il y a eu comme une espèce d'enflure verbale où il y a eu un potentiel clash militaire entre deux. C'est la première fois que ça arrive depuis, je ne sais pas, ça fait combien de temps l'Alliance? Ça fait la Deuxième Guerre mondiale, ça fait presque 80 ans. C'est la première fois qu'il y a un clash comme ça potentiel entre l'hégémon, les États-Unis et d'autres pays de l'OTAN. Hein? Donc, donc finalement, c'est ça. Il obtient finalement ce qu'il veut et l'Europe n'a plus aucun poids international parce qu'elle elle s'est désindustrialisée, elle a saturé ses dépenses publiques avec des coûts monstrueux d'immigration, d'aide sociale à l'immigration à tout et n'importe qui et envoyer tout son argent et son matériel militaire en Ukraine. Donc, elle est devenue insignifiante sur la scène internationale et les États-Unis profitent de ça. Et quand on dit, par exemple, timing et cui bono, etc., le timing est bon, c'est-à-dire que tu arrives avec ton push sur le Groenland. Après 4 ans de guerre en Ukraine, les pays européens sont exsangues. Ils n'ont plus rien. Et là, tu peux les, comme tu peux les traiter comme ta bitch, là, comme la chaîne à Jacques. Là, hey, papy. Tu peux faire un petit peu ce que tu veux avec eux parce qu'ils n'ont plus aucun poids. Donc, si Trump avait fait, encore une fois, le timing, si Trump avait fait son push sur le Groenland en 2017, 2018 ou lors de son premier mandat, ça n'aurait pas été possible à cause que, mais 8 ans plus tard, 7 ou 8 ans plus tard de politiques vertes désastreuses d'immigration qui ont plombé les finances publiques, la dette augmente et puis le matériel militaire qui n'existe plus, ils se sont marginalisés. Et là, tu peux faire ce que tu veux. Donc, c'est le moment de le faire. Donc, on comprend le timing, à quel point le timing est important en politique étrangère. OK? Voilà, donc ça, c'était ça. Maintenant, il s'est passé aussi autre chose là-bas, c'est que il y a eu cette espèce de rixe entre Mark Carney et Donald Trump. Les deux ont fait des discours. Carney a fait un discours extrêmement belliqueux avec les États-Unis en disant qu'il ne pouvait plus se fier aux États-Unis, etc., etc. Donc, c'était dans la digne ligne de ce qui l'a fait élire Mark Carney en 2025. La rupture avec les États-Unis et le rapprochement avec la Chine. Donc, il est allé en Chine et il est allé dire qu'il était en faveur du nouvel ordre mondial chinois. OK? Et là, il y a eu des réactions partout dans la presse canadienne, National Post. Faire l'éloge du nouvel ordre mondial de Pékin est une erreur coûteuse pour Carney et pour le Canada. Oui, c'est extrêmement, c'est désastreux, puisque ça fait du Canada essentiellement l'Ukraine du Nord. Le Canada est devenu, pour les États-Unis, ce que l'Ukraine est pour la Chine, c'est-à-dire un ennemi à sa frontière, l'ennemi principal, le plus gros pays à sa frontière, comment on pourrait le phraser? Oui, un ennemi existentiel à sa frontière. Et vous comprenez que évidemment que c'est pas possible, on peut pas. Et c'est Mark Carney qui a fait ça. Hein? Donc, la Chine est en train, ça c'était ce matin, 25 janvier, la Chine est en train de s'emparer complètement et avec succès de ce qui fut jadis un grand pays, le Canada. C'est tellement triste de voir ça. J'espère seulement qu'ils laisseront le hockey sur la glace tranquille. Ice hockey. Président Donald J. Trump. Et là, pour comprendre ce que je vais expliquer, il faudrait revoir au complet ce que mon web journal dit il y a 1 an, La fin du Canada, où j'expliquais que non, le Canada ne deviendra pas le 51e État américain, c'est-à-dire que je ne pensais pas que, parce que ça prendrait des référendums et tout ça, et que c'était beaucoup trop risqué et incertain, et Trump ne joue pas des trucs incertains, et que je ne pensais pas qu'il allait avoir, pour faire un résumé, là, je ne pensais pas qu'il allait avoir, par exemple, comme des congressistes québécois au Congrès américain. On n'allait pas être intégré dans les structures par exemple, il n'allait pas avoir des sénateurs américains issus du Québec, là, on s'entend. Donc, il n'allait pas avoir ce genre de structure-là, sauf que je disais qu'il allait avoir comme probablement une nouvelle réorganisation
nord-américaine, etc., et que c'était suffisamment gros pour... ça allait changer massivement la donne, ça allait donner accès, un peu comme le Groenland, ça allait donner accès aux Américains au Grand Nord québécois en termes militaires, mais aussi pour les entreprises, les minières, etc. C'est exactement ce que je disais là-bas. Et je disais dans ce web journal-là, je disais que Mark Carney, j'ai expliqué comment Trump a tout fait pour faire élire Mark Carney, comme Mark Carney est un pragmatique et que Mark Carney allait faire le jeu de Trump, parce que c'est ça que j'ai dit. J'ai dit ça. J'ai dit que j'ai expliqué les raisons pour lesquelles Trump ne voulait pas de Pierre Poilievre, parce que Poilievre ne voudrait jamais signer. Si Poilievre signait quelque chose avec Trump, ça serait perçu comme une trahison parce qu'il était perçu comme le mini-Trump. Et donc, tout le Canada de gauche n'accepterait jamais que Poilievre signe avec Trump parce que ça serait comme une trahison. Un peu comme avec Netanyahou, c'est-à-dire que si quelqu'un d'autre que Netanyahou signe la paix avec les Palestiniens, ça serait perçu comme une trahison, comme Yitzhak Rabin, le travailliste qui s'est fait tirer. Donc, si la gauche signe avec les Palestiniens, c'est une trahison. Et donc, ça prenait la personne la plus à droite, le boucher de Gaza. Si le boucher de Gaza, on n'aura jamais quelqu'un de plus dur que Netanyahou. Et donc, si Netanyahou signe, on n'aura jamais quelque chose de mieux, etc., etc. Et si quelqu'un de moindre que Netanyahou signe, ça va être perçu comme une trahison. Quelqu'un qui a vendu Israël. C'est la même chose pour le Canada, c'est-à-dire que si quelqu'un... C'est la même logique, là, c'est la même logique. Je ne sais pas si je me fais comprendre clairement. Si Poilievre signe avec Trump, c'est perçu comme une trahison. Or, si Carney le dur signe avec Trump, là, c'est possible parce qu'il a été vraiment dur. Et il y a eu des gestes de rupture avec les États-Unis dans ses discours. Il est allé avec la Chine, etc. Et donc, tout ça pour dire que je pense que Trump a fait élire Carney, il s'entend bien avec Carney, malgré ce que tout le monde en pense, et que je veux pas, il faut vraiment retourner à ce web journal-là et ceux du... j'explique ça en détail, je fais un résumé d'une minute ou deux, c'est ridicule. Mais tout ça pour dire que ce que les gens disent, même mon fils ne comprend pas, il dit, es-tu sûr que Carney, comme fait le jeu de Trump, il est allé avec la Chine? Oui, c'est exactement ce que Trump veut. Oui, c'est exactement ce que Trump veut. Si Carney voulait comme sauver le Canada, il ne ferait pas ça. Tu ne vas pas antagoniser l'hégémon au sud de ta frontière qui a dit genre, tu sais, nous allons réorganiser l'espace, l'hémisphère occidental, tu sais, selon nos besoins. Tu ne fais pas ça parce que tu sais que ça va mener à des actions encore plus dures de la part de Trump. Là il vient de donner avec sa poignée de main, avec son nouvel ordre mondial avec la Chine, il vient de donner carte blanche à Trump. Vous comprenez? Carte blanche à Trump. Il vient de faire du Canada l'Ukraine de l'Amérique du Nord, un problème existentiel pour les États-Unis, une menace à la sécurité nationale des États-Unis, comme l'Ukraine était une menace à la sécurité nationale de la Russie, le Canada est devenu une menace à la sécurité nationale des États-Unis. Ça permet pratiquement n'importe quoi. Ça permet à Trump d'être dur et d'appuyer, entre autres, par exemple, le démantèlement du Canada. Okay? Là, on est là-dedans. Les États-Unis appuient maintenant officiellement le démantèlement du Canada. Si Carney avait été doux avec les Américains, si Carney avait été doux et pragmatique avec les Américains n'auraient pas pu appuyer le démantèlement du Canada et appuyer le mouvement sécessionniste en Alberta parce que ça aurait été perçu comme une ingérence ou comme un bris diplomatique ou c'est les États-Unis qui auraient été excessifs là-dedans. Mais là, étant donné que Carney vient de faire ça avec la Chine, là, les États-Unis peuvent être durs et être en faveur de la partition du Canada. Et c'est exactement ce que Scott Bessent a fait, le directeur de l'énergie, c'est pas le directeur, le secrétaire au commerce, pardon, Scott Bessent, qui vient d'appuyer officiellement l'indépendance de l'Alberta en disant que nous avons des valeurs communes et Scott Bessent, un membre de l'administration Trump, veut que l'Alberta intègre les États-Unis. Le premier ministre, un membre influent de l'administration Trump, le secrétaire au Trésor Scott Bessent, c'est pas le commerce, c'est le secrétaire au Trésor, le commerce, c'est Lotnick, en ondes, est favorable au morcellement du Canada, affirmant que l'Alberta serait un atout pour les États-Unis. Et donc c'est comme Carney, avec son affaire de Chine et son discours belliqueux à Davos, vient de permettre ça. Vous comprenez? C'est comme du tac au tac.
Si la population de la province choisissait l'indépendance lors d'un référendum qui pourrait avoir lieu cette année. Ils sont en train. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Carney est allé en Chine? Là, j'ai pas j'aurais dû avoir les vidéos. Quand Carney est allé en Chine comme ça, parler de nouvel ordre mondial, présentement, en Alberta, il y a le processus pour un référendum est en marche, c'est-à-dire qu'ils doivent obtenir des signatures. Je pense que c'est presque 300 000 signatures ou quelque chose comme ça. Et là, tout d'un coup, après le voyage de Carney en Chine et le truc sur le nouvel ordre mondial, tout le monde, les gens se sont précipités pour aller voter, pour aller signer la pétition en faveur de le référendum pour l'indépendance de l'Alberta. Donc, Carney a propulsé le mouvement indépendantiste albertain en refusant le pipeline vers le Pacifique, en allant se jeter dans les bras de la Chine, etc. Et en faisant en sorte, les politiques font en sorte que les États-Unis durcissent leur position sur le Canada, en mettant des tarifs, ce qui rend l'indépendance de l'Alberta nécessaire et obligatoire, c'est-à-dire un geste de survie. Donc ici, il dit, regardez ce qu'il dit, je lis la vidéo ici, là. Besant, Alberta. Elle n'est pas traduite, là, mais... With all the oil and the natural resources coming out of Canada, Texas is still larger. Well, look, Alberta is a wealth of natural resources, but they won't let them build a pipeline to the Pacific. I think we should let them come down into the U.S. and. Donc, je pense qu'on devrait les laisser venir aux États-Unis. Alberta is a natural partner for the U.S. L'Alberta est un partenaire naturel pour les États-Unis. They have great resources. The Albertans are very independent people. Rumors that they may have a referendum on whether they want to stay in Canada or not. Sounds like you may know something up there. Look, people are saying, people are talking. People are talking. People want sovereignty. They want what the U.S. has got. Les gens d'Alberta veulent la souveraineté et veulent ce que les États-Unis ont. Donc, essentiellement, donc c'est ça. Il fait l'apologie de la partition du Canada. Imaginez, encore une fois, ça c'est comme avec l'OTAN. Il y a cette espèce de rixe à l'intérieur de l'OTAN. C'est la première fois depuis le début de l'organisation. Je pense, hein, je pense que, à moins que on me corrigera là-dessus, mais et là, c'est la première fois que les États-Unis sont en faveur de la partition du Canada. Hein? Et là, pensez, en termes de l'exportation de l'Alberta, sont à près de 90% pour les États-Unis. L'Alberta, et là, cette année, il va y avoir un référendum sur la partition, sur l'indépendance de l'Alberta qui a des bonnes chances de passer. Et surtout si Mark Carney continue à faire exactement ce qu'il fait. Il propulse, il alimente, il jette une bûche dans le feu du mouvement indépendantiste Alberta à chaque fois qu'il s'ouvre la gueule contre les États-Unis essentiellement, et il continue à alimenter ça. Et regardez ici, vous avez comme les contributeurs et bénéficiaires du système de péréquation canadienne. Alberta's Net Contribution to Ottawa, c'est l'Alberta a envoyé à Ottawa dans le système de redistribution de la richesse nationale. Il y a comme un système où est-ce que chaque province envoie soit reçoit de l'argent ou envoie de l'argent en fonction pour équilibrer un peu le pays. L'Alberta a envoyé 244 milliards de dollars à Ottawa, alors qu'au bout de la liste, celui 327 millions, c'est le Québec. Le Québec est un net bénéficiaire des traitements de la péréquation canadienne. Alors que, et là, pensez si on retire l'Alberta du système canadien, c'est-à-dire si l'Alberta s'en va, c'est essentiellement le cœur économique du Canada disparaît. C'est-à-dire que jusqu'en 1970, le cœur économique du Canada, c'était essentiellement Montréal. Et par la suite, avec l'arrivée des souverainistes, les Anglais ont eu peur. Ils ont transféré le cœur économique du Canada à Toronto. Et pendant longtemps, pendant des décennies, Toronto a été le cœur économique du Canada. Et là, maintenant, le cœur économique du Canada s'est déplacé encore une fois vers l'ouest. Et l'Alberta est devenu le cœur économique du Canada, le producteur de richesse avec les sables bitumineux, etc., etc. Et là, c'est comme si on enlevait, les États-Unis nous arrachaient le cœur économique du Canada. Imaginez le Québec qui ne recevrait plus, je ne sais pas c'est quoi, c'est combien, c'est 15-20 milliards de dollars par année en péréquation qu'on reçoit de l'Alberta essentiellement. Imaginez un trou de 15 milliards dans le budget du Québec. Imaginez un trou de 15 milliards dans le budget du Québec. Évidemment,
le Québec ferait faillite immédiatement. C'est comme on serait comme la Grèce en 2008, là. C'est-à-dire il faudrait tout vendre. Et donc, ça serait une vente de feu. Et il n'y a pas que l'Alberta, il y a aussi l'industrie automobile aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Ontario. Là, on va accélérer un peu la cadence. Là. Ici, Donald Trump qui a republié une conférence de presse qui a eu lieu, je pense, hier ou peut-être avant-hier, vendredi, des manufacturiers automobiles en Ontario, qui se plaignent des tarifs. Évidemment, l'industrie automobile ontarienne est en train de s'effondrer à cause des tarifs, c'est-à-dire que les États-Unis ont décidé de rapatrier la production industrielle des autos aux États-Unis et laisser mourir la production canadienne. C'est-à-dire que dans le cadre des ententes de l'ALENA, on s'est réparti un peu les trucs. OK, on va vous laisser une partie du secteur manufacturier, automobile, les Canadiens. Vous allez produire en Ontario et vous allez les vendre aux États-Unis. On va acheter nos propres voitures. Essentiellement, c'est ça. Là. C'est-à-dire que les grosses compagnies comme Ford, etc., là, les compagnies américaines au lieu de construire aux États-Unis, on délocalisé au Canada et puis finalement, les voitures étaient produites au Canada puis traversaient la frontière, étaient revendues aux États-Unis. Mais là, cette entente-là disparaît. Et le secteur, il le dit dans la conférence de presse, le directeur des producteurs automobiles de l'Ontario, il dit le marché canadien est trop petit pour ce qu'on a à offrir. Ça nous prend absolument accès au marché américain. Donc là, on a... Ce que je veux dire, c'est que l'industrie automobile, c'est comme un peu la vache à lait de l'Ontario. Encore une fois, dans les arrangements économiques, là, au Québec, c'était l'industrie aéronautique et en Ontario, c'était l'industrie automobile. Là, il y a l'Alberta qui va quitter. En tout cas, c'est pas certain, là, mais imaginez si l'Alberta quitte et l'Ontario, qui est le deuxième centre d'importance industrielle au Canada, s'effondre. Là, on a un pays qui est plus viable. On a ce qu'on appelle en relations internationales un failed state, un État qui a échoué, un failed state, c'est-à-dire les finances publiques vont s'effondrer comme... c'est à une vitesse quantique. Le Canada sera plus viable. Vous comprenez ce que je veux dire, là? Et là, tu as Mark Carney qui essaye même pas de sauver la relation, qui va en plus exacerber ça en disant qu'il va justement prendre des voitures chinoises. Il va laisser les voitures chinoises rentrer au Canada, alors que c'est pas bon du tout pour les travailleurs canadiens, c'est-à-dire qu'on les produira même. C'est-à-dire que les producteurs canadiens, en plus d'avoir un petit marché, vont avoir la compétition des voitures chinoises. C'est complètement ridicule. Ils peuvent plus vendre aux États-Unis. Puis en plus de ça, les voitures chinoises vont rentrer. C'est complètement fou. C'est une vente de feu du Canada. Vous comprenez? Et donc, tout ça pour en arriver, ce qui va se passer, probablement, c'est une réorganisation du territoire. Quand le Canada, encore une fois, sera comme l'Europe, c'est-à-dire exsangue, il n'y aura ni la force militaire pour se défendre, il n'aura plus de poids diplomatique. Son économie aura été ruinée par, comme en Europe, des politiques vertes de merde, de l'immigration qui nous coûte des dizaines, des centaines de milliards. Et une industrie, un pays désindustrialisé, ben, les États-Unis vont pouvoir comme un peu imposer leurs termes, comme en Europe avec le Groenland, etc. Vous comprenez un peu la logique de ça? Donc, c'est quoi les piliers en relations internationales? Il n'y a pas de cadeau, là. Oh, ils sont méchants, etc. On s'en fout de vos considérations morales. En relations internationales, la seule chose qui compte, c'est la force. Il y a des gens qui sont idéalistes, la petite madame, oh, c'est pas gentil. En relation internationale, c'est pas ça. Il n'y a pas de moralité, c'est une question de pouvoir. Et donc, si un pays veut se maintenir sur la scène internationale, il doit avoir une armée qui se respecte, une industrie solide et des finances publiques en santé. On s'entend-tu là-dessus? Il doit contrôler ses frontières, avoir une armée solide, avoir des finances publiques en santé et une industrie aussi robuste. Et partout en Occident, on a ouvert les frontières, vidé nos armées, je veux dire, en désinvestissant, puis en envoyant finalement tout ce qui restait en Ukraine. On a des finances publiques qui sont plus tenables. Mark Carney qui dépense encore plus que Trudeau. La dette augmente, puis on s'endette à coût de dizaines de milliards pour les immigrants, puis des politiques vertes. Puis on désindustrialise. Fait que après ça, c'est presque un cadeau pour les Américains, tu sais. Mais évidemment, ce qui est
la finalité de ça, c'est que ça va détruire les élites, ça va provoquer du changement. Il va y avoir une période difficile. Ça va provoquer du changement parce qu'au final, ce que veulent les Américains, c'est ce qui a été expliqué ici. Pour les Européens, c'est la même chose pour les Canadiens par le secrétaire Wright. Nous voulons voir une Europe revitalisée. Ça va être la même chose pour le Canada. Donc, soyons patients. On va juste se débarrasser de la corruption. Là. Ça va être un moment difficile à passer, mais donc, nous voulons voir, on va juste remplacer Europe par Canada. Nous voulons voir un Canada, parce que c'est la même logique, c'est ça qu'ils veulent. Nous voulons voir un Canada revitalisé qui adopte des prix de l'énergie plus bas, qui réindustrialise son économie et donc qui est un partenaire économique et militaire des États-Unis plus fort. C'est exactement la même logique. Vous comprenez? C'est juste qu'il faut tordre le bras aux élites mondialistes pour y arriver. OK? Il va falloir que le Canada change ses politiques migratoires, change ses politiques commerciales, réindustrialise, remette de l'argent dans son armée, etc., etc. OK? Donc, et là, ça nous amène aussi au point, donc, sur le Québec. Les gens me demandaient souvent, là, fais quelque chose sur le Québec, fais quelque chose sur le... On parle d'épée de Damoclès, et là, il y a François Legault qui a démissionné il y a 2 semaines. Legault vient de recevoir le traitement Maduro. Legault qui a été... on lui a montré la porte. Legault n'est pas parti par lui-même. Il n'a pas finalement décidé que je dois m'occuper de mes enfants puis partir. Là, ça va être trop difficile, je ne me rendrai pas à l'élection. Là. Non. C'est le même traitement que Justin Trudeau. Quand Justin Trudeau s'est rendu à Mar-a-Lago, ils étaient tous sourires. Hein? Et là, les gens, encore une fois, Trump a trahi, il négocie avec Trudeau. Qu'est-ce qui se passe? 1 semaine après, Trudeau est parti. Regardez le beau sourire de Trump. Hein? C'est un peu comme quand il reçoit les Lubavitch au bureau ovale. C'est protocolaire. Et donc, c'est la même chose. Il quitte. Est-ce que Trudeau était censé se rendre jusqu'à l'élection? Et il a quitté avant. Même chose avec François Legault. Il n'était pas censé quitter. Il a dit le 10 décembre en entrevue à Cube Radio. Il a dit « Il faut que je reste », affirme François Legault. Il a fait toute son émission à défendre son mandat. Il a passé une émission, c'est sur YouTube, là, une émission à Cube en disant « Non, nous avons des réalisations, il y a eu des moments difficiles, nous avons bien fait ». Il défendait son mandat le 10 décembre. « Il faut que je reste », affirme François Legault, confirme qu'il sera candidat aux élections de 2026. Qu'est-ce qui se passe? Littéralement 2 semaines plus tard, il reçoit le traitement Maduro. L'épée de Damoclès, là. Imagine si on commençait à se poser des questions sur la légitimité de l'élection 2022. Hein, les rétrocommissions, les pots de vin, etc. Le gars qui a détruit le Québec. Et donc, comme Justin Trudeau, et paradoxalement, il y a aussi un troisième personne qui a disparu, c'est Pablo Rodriguez. Et si vous avez suivi un peu la saga Pablo Rodriguez au Parti libéral, donc les 2 principaux partis, la CAQ et le Parti libéral, se retrouvent sans chef. C'est un croc en jambe à l'intérieur du parti, ça, Pablo Rodriguez. C'est-à-dire que cette histoire de 100 $ qu'on donnait pour des votes, là, toutes les informations ont été... C'est un croc en jambe. C'est difficile, c'est de l'inférence, là, j'ai pas de preuves, mais ça sent le coup politique monter, c'est-à-dire que tu mets cet homme-là en place, puis tu as tout ce qu'il faut pour le faire tomber au bon moment. Et c'est souvent comme ça que les politiciens, ils ont la merde sur les politiciens, ils peuvent les faire tomber à n'importe quel moment. Et là, c'est ça. Et là, on se retrouve dans une dynamique au Québec où on a le premier ministre qui a démissionné, le chef de l'opposition, le Parti libéral, on pave la voie pour le Parti québécois, qui est un parti indépendantiste qui veut lui aussi briser le Canada. Hein? Et démission de François Legault, Paul Saint-Pierre Plamondon réclame des élections hâtives au printemps. Ben oui, c'est parce que la dynamique, il n'y a pas de chef de Parti libéral. Vous comprenez? C'est comme... et donc, vision synoptique, timing et cui bono, à qui bénéficie tout ce remue-ménage au Québec? Paul Saint-Pierre Plamondon donne raison à Donald Trump. Puis d'un coup, c'est comme... On pourrait faire un web journal, l'américain, PSPP, l'américain. Comme Sarkozy, là, l'américain avec ses lunettes puis sur son jet ski. Rappelez-vous les photos? Et là, ça, c'était ce matin, encore une fois, je pense, ce matin là, ou hier. Hein? Donc, 25 janvier, c'est ça. Ou c'était hier, je ne sais pas, je ne me rappelle plus. Donc, Paul Saint-Pierre Plamondon donne raison à Donald Trump.
Paul Saint-Pierre Plamondon donne raison à Donald Trump. Le Canada et le Québec ont été de mauvais voisins sur la question de l'immigration illégale et le trafic de fentanyl à la frontière. C'est du n'importe quoi, réplique François Bonnardel, etc. Mais vous voyez comme le rapprochement ici, et ils sont pas... vous avez... les souverainistes au Québec doivent comprendre, il y a beaucoup de personnes qui en parlent sur X, doivent comprendre qu'ici, il y a un moment historique où... peut-être pas pour la souveraineté complète du Québec, un espèce de truc complètement indépendant avec un passeport québécois, etc., mais une renégociation complète. Il y a un moment là, où est-ce que les choses sont en ébullition. Vous comprenez qu'il y a comme une liquéfaction des structures habituelles. Normalement, comme des fois, pendant des décennies, des années, des décennies, il n'y a rien qui bouge, les trucs sont figés dans le béton, et puis il n'y a comme pas de traction, il y a n'importe quoi que tu dis, ça avance pas, ça mène nulle part, etc. Et il y a des personnes, il y a des moments où tout change très rapidement, où est-ce que les structures deviennent fluides, et il y a des possibilités de réarrangement d'organisation sociale, d'organisation politique, etc. Et c'est à ce moment-là qu'il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. Et là, il y a des souverainistes qui commencent à comprendre que les États-Unis ne sont pas nos ennemis, et qu'une déclaration, de toute façon, une déclaration d'indépendance serait nulle sans l'appui des États-Unis et que c'est le moment de battre le fer, etc., etc. Tout ça pour dire que les deux partis maintenant qui se retrouvent propulsés sont le Parti québécois, qui est numéro 1 dans les sondages, et le Parti conservateur du Québec, que j'ai vilipendé. Après l'élection, c'était clair qu'Éric Duhem s'était couché, chef du Parti conservateur du Québec. C'était clair qu'Éric Duhem s'était couché. J'ai été très dur avec lui. Je l'ai appelé le traître, oui, parce qu'il nous a trahis, effectivement. Mais là, il y a comme... Étant donné que je suis un pragmatique en politique, je ne suis pas un idéaliste, un essentialiste. Je suis un pragmatique, c'est-à-dire qu'en politique, tes ennemis d'hier peuvent être les amis de demain. C'est ça que les gens doivent comprendre. Tes ennemis d'hier en politique, si tu es pragmatique, si tu es intelligent en politique, si tu es machiavélien, au bon sens du terme, là, si tu es pragmatique, tes ennemis d'hier peuvent être tes alliés d'aujourd'hui, ou tes alliés de demain, etc. Vous comprenez ce que... Et là, donc, il y a ce qui est intéressant aussi, c'est cette espèce de tournant identitaire du Parti conservateur du Québec. Candidat à Québec, Éric Duhem veut corriger le déficit de natalité. Et donc, il rentre encore une fois sur la thématique qu'on voit aux États-Unis sur l'immigration, la natalité. Il y a comme J.D. Vance qui dit... parce que je l'ai ici. J.D. Vance qui disait ici, je pense que c'est récent ça, J.D. Vance appelle l'Occident à reconsidérer les bébés comme une bénédiction. La marque de la barbarie de l'Occident est que nous traitons les bébés comme des inconvénients à jeter au lieu de les traiter comme des bénédictions que nous devrions chérir, dit J.D. Vance. Et là, ça vient avec tout le truc de Tucker Carlson sur l'immigration et le sort des Européens, des Blancs là, en Occident. Et ici, il a reçu un William F. Buckley, justement sur la démographie des Européens, des Blancs en Europe. Ça, c'est Tucker Carlson. Et a produit un documentaire ici, un documentaire de plusieurs heures, sur le Tucker Carlson Network. L'Europe a connu davantage de changements au cours de la dernière génération qu'à aucune autre période de son histoire. Des décennies de migration massive ont détruit la cohésion sociale du continent, transformé de belles villes en bidonvilles et relégué les Blancs au rang de minorité raciale, comme à Londres, etc., Bruxelles. Pourquoi cela s'est-il produit? Nos gouvernements occidentaux l'ont fait délibérément, en ouvrant leurs frontières et en finançant l'afflux de population du tiers-monde. Comment s'y sont-ils pris? Le nouveau documentaire de Tucker Carlson Network, Replacing Europe, apporte la réponse. Et je vous invite à l'écouter. C'est sur la chaîne de Tucker Carlson. Et ça ici, c'est l'entrevue Replacing America. C'est la même chose, mais spécifiquement pour les États-Unis avec cet invité-là ici, William F. Buckley. Donc, mais tout ça pour dire que c'est ça, J.D. Vance... qui parlait de faire des enfants, etc. C'est intéressant ça parce que c'est exactement sur la ligne de Radio-Québec. Je ne sais pas que... Je sais pas si c'est moi qui écoute leur truc qui sent l'air du temps ou bien si c'est eux qui écoutent Radio-Québec. On le saura finalement jamais. Si c'est eux qui écoutent Radio-Québec puis qui prennent leur cue de Radio-Québec, ou si c'est moi finalement qui... Je sens comme un peu l'air... On le saura pas. Mais tout ça pour dire que Éric Duhem
embarque dans ce mouvement-là. Avant, c'était juste économique, son truc. C'était la droite économique, là, genre. Puis l'immigration, c'était super bien. Et puis, on a besoin de travailleurs, etc. Non, ça fait monter les loyers, ça fait baisser les salaires. C'est de la fucking merde, OK? L'immigration, ça sert à rien. Ça sert juste à remplacer les populations, pillage, c'est ça. Donc, candidat à corriger le déficit de natalité. Puis avec elle, comment elle s'appelle, là, Marie-Élie, quelque chose, là, qui a une approche plus identitaire, là, enracinée. Donc, il change un peu son fusil d'épaule et avec la dynamique qui est en train de changer aux États-Unis, on pourrait voir qu'Éric Duhem change aussi. C'est-à-dire qu'il a été, moi je pense que, je n'ai pas de preuves, là, mais je pense on l'a fait chanter lors de la dernière campagne. C'est pour ça qu'il a changé il ne s'est pas présenté au débat. Il aurait pu détruire François Legault sur la pandémie. Il ne l'a pas fait. Puis après ça, sa campagne a été mise sur pause pour les 2 dernières semaines. On lui a dit, tu t'écrases et puis c'est Legault qui rentre, puis tu dénonces pas la fraude électorale, puis tu sabotes ton parti essentiellement. Les directeurs à l'intérieur du Parti conservateur l'ont confirmé, ça. J'ai parlé à plein de personnes à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai dit là. Mais comme Robert Muller, on est capable, encore une fois, c'est comme Legault, on peut lui dire de partir. On peut aussi dire à Duhem, mais là, tu sais, pas de façon directe, pas en donnant des ordres, mais tu sais, comme faire comprendre que, comme Robert Muller, tu sais, retourner quelqu'un. Vous comprenez? Et donc, alors que Duhem qui a travaillé, qui a eu des liens probablement avec la CIA, puisqu'il était professeur de démocratie en Irak. Il travaillait pour un organisme qui était associé au National Endowment for Democracy, qui est une vitrine de la CIA. Et donc, Duhem, agent spécial, qui a peut-être été réactivé par le camp Trump. Tout ça pour dire que c'est ça, j'ai été dur, puis là, il y a 2 partis maintenant qui sont comme porteurs, c'est le Parti québécois puis le Parti conservateur. La CAQ va disparaître aux prochaines élections. Le Parti libéral n'a pas de chef. Ils vont faire très mal. Ils vont faire juste avec les Anglais. Et puis, Québec solidaire, ça va faire juste ça va fonctionner avec les communistes à Montréal. Et pour le reste du Québec, en tout cas, ça ouvre la voie au Parti conservateur, vous comprenez? C'est-à-dire, et au Parti québécois. Ça crée des conditions favorables. OK? OK. Donc, c'est ça. Réorganisation. Donc, on a, et le Québec, comme l'Alberta, le Québec est une puissance économique, une puissance énergétique, je veux dire. Donc, il y a le pétrole en Alberta et il y a le Québec, il y a l'énergie hydroélectrique qui alimente tout le nord, le nord-est américain, là, la Nouvelle-Angleterre. Presque 90% de l'énergie de la Nouvelle-Angleterre, Maine, Connecticut, jusqu'à Boston, jusqu'à New York, ça vient du Québec. Et donc, Trump a besoin de sécuriser ça. Et donc, il pourrait vouloir avoir une entente avec les souverainistes québécois, etc. Et donc, mais tout ça pour dire que si Carney continue à abonder dans le sens de l'alliance avec la Chine, le combat frontal avec les États-Unis, alors que personne n'est capable de le faire, les Européens ne sont pas capables de tenir tête. Si on continue comme ça, on fait du Canada l'Ukraine de l'Amérique du Nord, eh bien, c'est sûr qu'il va y avoir une solution à l'Ukraine. Ça va être le démantèlement du Canada, etc. Et dans ce cadre-là, le démantèlement du Canada, l'Alberta et le Québec pourraient être favorisés. Puis c'est pour ça qu'il y a, étant donné qu'on a une vision comme ça à long terme, une vision synoptique, c'est probablement pour ça qu'on sort François Legault avec l'épée Damoclès. Là, on sort François Legault, on sort Pablo Rodriguez, qui est sur la liste, les souverainistes québécois puis le Parti conservateur. OK? Voilà, donc ça, c'était pour ça. On va terminer bientôt, je vais faire 1h11. Je veux juste un petit retour sur le Venezuela. Encore une fois, pour ceux qui n'ont toujours pas compris que ce raid-là n'était pas possible et que ce n'est pas une invasion du Venezuela, etc., pensez à... regardez juste la réaction du Venezuela après que son président ait été kidnappé par les États-Unis. OK? Donc, le Venezuela, au lieu de se braquer contre les États-Unis, imaginez comme l'Iran, si les États-Unis faisaient un raid au moment des relations belliqueuses avec George Bush, l'Iran contre Bush, le grand Satan, Ahmadinejad, etc. Les États-Unis arrivent avec des hélicoptères à Téhéran, prennent Ahmadinejad et sortent pour
l'envoyer devant les tribunaux, etc., comment l'Iran aurait réagi à ce moment-là? Ou si les États-Unis rentraient en Corée du Nord, attrapaient Kim Jong-un et sortaient, et puis comment la Corée du Nord réagirait? Normalement, il réagirait en se braquant, en ripostant, etc. Mais le Venezuela fait tout le contraire, ce qui confirme l'idée d'une entente préalable, etc. Notamment, ils abondent dans le sens des Américains, c'est-à-dire que c'est comme, ils se braquent pas du tout, c'est comme ils serrent la main, puis c'est rendu comme business as usual. Le pétrole, ouverture accrue du secteur pétrolier vénézuélien aux investissements étrangers, en particulier américains, répondant à une demande centrale de Washington pour des réformes pétrolières, acceptation comme base de négociation de l'influence américaine sur le volume et la destination des exportations de pétrole dans le genre, les Américains ne veulent pas que le pétrole aille pour la Chine, etc. Alors que Maduro rejetait ça. Au niveau politique, remaniement ministériel écartant Alex Saab, un allié clé de Maduro et cible de longue date des autorités américaines, c'est lui, Alex Saab, un allié de Maduro écarté. Donc, ils font tout ce que les Américains leur demandent. Tout. Venezuela freeze, le Venezuela qui libère des prisonniers politiques. Donc, lancement d'une libération progressive de certains prisonniers politiques arrêtés lors de la répression post-électorale de 2024, répondant à une exigence des États-Unis. Déclaration annonçant l'intention d'accueillir des investissements américains et desserrer, pas resserrer, mais desserrer les liens avec les ennemis des États-Unis comme l'Iran et la Russie, etc. Autorisation de contact de haut niveau avec les responsables américains, y compris une communication directe entre Trump et Rodriguez. Une visite du directeur. Donc, ils se sont parlé au téléphone comme si de rien n'était. Et tu as même le directeur de la CIA, John Ratcliffe, qui se rend à Caracas. Imaginez c'est comment Cuba aurait réagi si Kennedy avait kidnappé Castro. Est-ce que Cuba aurait comme littéralement désarmé et donné aux Américains tout ce qu'ils voulaient? Pensez-y. Est-ce que si la Russie kidnappait Zelensky, là, pensez-vous que le reste, les gens qui prendraient la relève, etc., auraient comme genre tout accepté finalement ce que la Russie demandait? Puis c'est comme, pensez-y sérieusement, tu sais, cette histoire-là du Venezuela, c'est une tempête dans un verre d'eau. Tout ça a été, non seulement le raid est impossible, pour faire avaler la pilule à tout le monde, ils disent, là, nous avons eu des armes miraculeuses qui ont tout... Il y a des gens qui mordent à l'hameçon en Europe, là. Et donc, c'est ça, je voulais juste revenir là-dessus en disant que ça va exactement dans le sens d'une entente avec les États-Unis. Puis ça, c'est sans compter, je pense que je ne l'ai pas ici, les images de Maduro, là, genre pratiquement souriant avec les agents de l'ICE, il fait des thumbs up, et puis il est arrivé avec sa femme, puis ça a été négocié à l'avance, tout ça. OK? Donc... Ça, c'était pour le Venezuela. Je pense qu'on va laisser ça ici, là. Ah oui, une dernière chose ici. Encore une fois, on a parlé pour le Groenland, de la malveillance des médias qui desservaient finalement les politiciens canadiens ou les politiciens dans le monde en tronquant toujours la vérité. Et les décideurs lisent les journaux, etc., puis ils pensent que c'est une bonne idée de faire les fanfarons et de tenir tête à Trump, etc. Or, ça a toujours un effet négatif. Et encore une fois, en termes de... je voulais juste montrer ça ici. En termes de malhonnêteté intellectuelle, il y a ici Dimitri Soudas, l'ancien directeur des communications du premier ministre conservateur Stephen Harper, qui est allé en ondes en disant, genre, l'objectif du Canada, premièrement, il a affirmé que les États-Unis étaient sur la logique que les États-Unis voulaient envahir le Canada. Il y a eu ça dans les journaux, là, les militaires canadiens se préparent à une invasion US. Il y a eu ce truc-là dans les médias canadiens, absolument lunaire, alors que Trump a passé son temps, à au moins 4 ou 5 reprises, à dire qu'il n'y avait aucune idée d'utiliser la force au Canada. Ça, c'était l'année dernière. Trump says he would use economic force on Canada, not military. Il l'a dit 3 ou 4 reprises, jamais il n'utiliserait les militaires pour
renégocier l'alliance avec le Canada, pour envahir le Canada, etc. Or, les journaux ici nous présentent ça comme une invasion américaine et les soldats canadiens qui se préparent, qui s'en vont à la frontière, etc. Imaginez ça. Tout ça pour conditionner la population. On est dans le spin, là. On est dans le spin. Finalement, ça va faire le jeu de Trump. On s'entend, ça à la fin. Ils pensent être savants en utilisant ce genre de stratégie-là, mais ça fait le jeu de Trump. Finalement, ils s'en rendent pas compte. Soudard, ce qui dit que l'objectif des militaires canadiens serait d'infliger le plus de pertes possible aux Américains rapidement dans un conflit. Écoutez ça, écoutez ça. Je pense que la stratégie canadienne devrait être d'infliger un maximum de pertes de vie de soldats américains le plus rapidement possible. C'est-à-dire donc que l'armée canadienne attend les Américains sur la frontière, entre guillemets, là, sur la frontière canado-américaine? Mais Dimitri, t'es conscient que ça veut dire des pertes de vie canadienne importantes. T'es conscient de ça? Ça va durer 30 minutes. Un combat Canada-US, ça va durer 30 minutes. Ça va commencer à 8 h du matin. Et à 8h30 du matin, il y aura plus personne ne va tirer parce qu'il ne restera plus rien. Okay? Les Américains auront même pas besoin d'utiliser des troupes au sol, peuvent utiliser des missiles pour juste comme réduire. C'est complètement ridicule. En termes stratégiques, c'est comme. Quelle malhonnêteté intellectuelle, à moins que Dimitri Soudard soit encore une fois dans la logique de Carney, de cette espèce de double jeu de radicaliser les Canadiens, ce qui va permettre à Trump de accélérer les politiques dures menant à un démantèlement du Canada. Donc, si c'est, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, s'il pense réellement ce qu'il dit, puis il est dans une logique de confrontation, ça n'a aucun sens. Stratégique, militaire, économique, politique, ça n'a aucun sens. Et donc, c'est peut-être juste pour radicaliser la population canadienne, mais c'est une erreur de radicaliser la population canadienne. Ça fait le jeu de Trump. Et donc, voilà, tout ça pour dire que c'est ça, c'est qu'on nous dit en tout cas, les médias... on entend des choses totalement irresponsables dans les médias. Voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. On est quoi? 1h19. Hein? Donc, Forum économique mondial, le monde change. On est en train de faire bouger le paquebot, tant au niveau de l'énergie, commerce et de l'immigration. On a pris le contrôle de l'institution au lieu de la détruire. Et là, on est en train de réorganiser complètement les politiques de la zone occidentale, de ce que les Américains appellent l'hémisphère occidental. Trump obtient ce qu'il veut avec le Groenland, c'est-à-dire accès aux minières américaines et déploiement de missiles. C'était l'objectif initial, même si, comme d'habitude, il fait son pitch est toujours plus gros que ce qu'il veut. C'est comme quand tu vends ta maison, tu dis toujours qu'elle vaut 2 fois plus que ce qu'elle vaut parce que tu veux comme le prix moyen. Mais c'est ça, c'est un homme d'affaires. Et les médias font comme si ça n'existait pas. Et en ce qui concerne le Canada, Mark Carney fait exactement le jeu de Trump en radiquant le Canada, en faisant du Canada l'Ukraine du Nord, l'Ukraine de l'Amérique du Nord, ce qui va permettre à Trump ce qui lui donne toute la légitimité de favoriser le démantèlement du Canada de différentes façons, etc. Voilà. C'est pas mal ce qu'on... Puis, même chose pour le Québec. Donc, l'épée de Damoclès, c'est le fait de pouvoir faire partir à souhait les politiciens corrompus, Trudeau, Legault, Rodriguez, je veux dire, l'épée de Damoclès contre les Européens. Les Européens vont envoyer des troupes symboliques au Groenland. L'épée de Damoclès, tarif, ils retournent après 24 heures. Toc, 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 toc. Voilà, c'est l'épée de Damoclès, hein, dans la mythologie, c'est la peur d'avoir une conséquence, à n'importe quel moment, d'avoir une conséquence négative. Tu as une conséquence négative qui te pend au-dessus de la tête à n'importe quel moment. Hein, donc, on n'ira pas dans l'histoire, là. Mais voilà, donc c'est ce qu'on avait. On remercie ceux qui ont fait une contribution au Web Journal de Radio-Québec. Radio-Québec, c'est l'info comme nulle part ailleurs. C'est l'info qui clarifie tout. Et donc, soutenez-nous. On est une petite PME, on fait le pitch à la fin du Web Journal. On n'est pas capable de survivre sans l'appui des auditeurs de Radio-Québec. Janvier, c'est après Noël, et donc c'est toujours un moment difficile. Donc, il y a différentes façons de nous aider. Alex Cossette-Trudel, casier postal 32017, Saint-André, Montréal, Québec, H2L 4Y5, par Interac, sur le site Internet et
Voilà, n'hésitez pas à nous appuyer si vous pensez qu'on fait un travail qui mérite votre soutien. Voilà. OK? Est-ce que c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui? On se donne rendez-vous à je pense que cette semaine, je vais faire un autre. Je lis des affaires, des fois, absolument complètement ridicules sur Trump. Ça se peut que je fasse un web journal sur cette semaine sur, encore une fois, Trump et le judaïsme. Tu sais, ça revient tout le temps. Là. C'est comme les gens ne semblent pas comprendre la distinction, comment Trump opère. C'est beaucoup axé là-dessus en Europe. Là, dès que tu serres la main comme d'un juif ou tu as un juif dans ton administration, c'est comme tu es automatiquement compromis. Et donc, on va sortir de l'analyse people, parce que c'est beaucoup de ça. Hein, quand tu dis j'arrête Kouchner, etc., c'est de l'analyse pari-match. C'est pas de l'analyse géopolitique basée sur des faits. Je pense que je vais le faire cette semaine. Si on ne le fait pas cette semaine, on le fera l'autre semaine d'après. Ça dépend. C'est janvier. Il y a plein de personnes qui m'ont proposé des entrevues. J'ai reçu au moins 4 ou 5 offres d'entrevues. Puis janvier, c'est pas le bon moment pour les entrevues. Il fait noir à 4 heures au Canada. Et puis, je ne suis pas. Au mois de mars, quand il recommence à faire clair, on a un regain d'énergie et peut-être. Ouais. Mais tout ça pour dire que ça se peut que j'en fasse un cette semaine. Pour les gens qui suivent assidûment le web journal de Radio-Québec, ça va être. Peut-être qu'il va y avoir du redondant, mais je veux mettre ça dans un web journal, faire ça court pour que les gens n'aient pas de raison d'éviter de l'écouter. Tu sais, quand ça fait 1 heure, des fois, tu évites, mais si c'est un 20-30 minutes punché, les gens vont peut-être écouter finalement et ouvrir leurs ornières et voir que leurs appréhensions sur Trump, le judaïsme, sioniste, à la solde de Netanyahou, etc., ça repose sur rien, sur de l'analyse people, comme disent les Français, people. Pari-match, c'est l'analyse pari-match. Okay? Ce n'est pas de l'analyse géopolitique. On va clarifier ça cette semaine. Dites-moi si vous voulez ça ou si vous êtes comme genre fatigué de m'entendre parler de ça. Là. C'est comme arrête, Alexis. Là. Comme... All right? Est-ce que c'est tout? On se donne rendez-vous peut-être cette semaine pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec, sinon dimanche prochain. Ciao. Ciao, ciao.